On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de podcast et je vous garantis que pour cette nouvelle interview, vous allez voyager. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir mon amie Émilie Vien, qui est vraiment, je crois, une de mes plus belles rencontres de 2024. On s'est rencontrées parce que toutes les deux, on faisait partie du même mastermind avec des Canadiens. Et Émilie a la chance de pouvoir prendre la parole. Enfin, j'ai la chance qu'Émilie puisse prendre la parole dans le podcast aujourd'hui. Elle est connue sous le nom La Planificatrice sur Instagram, qui est le nom de son entreprise. Salut Émilie! Allô Alexandre, merci tellement pour cette belle invitation. Mais merci à toi d'accepter. On en parlait en off toutes les deux. Émilie, du coup, a quand même un emploi du temps chargé. En tout cas, elle se laisse beaucoup d'air dans son agenda pour pouvoir gérer sa vie d'entrepreneur d'une main de maître. Elle va pouvoir nous raconter tout ça. Émilie, qui es-tu? D'où viens-tu? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben là, j'imagine qu'on peut peut-être le sentir dans mon accent. Complètement. Donc, je suis québécoise, donc canadienne, et j'habite justement au Québec, donc plus précisément tout près de la ville de Québec, pour être bien précise. Puis, qui je suis, en fait, je suis d'abord et avant tout une femme. Je suis une passionnée de voyage, je suis une passionnée de bonne bouffe, comme on le dit ici au Québec. Je suis comme toi aussi une passionnée d'entrepreneuriat, de projets, de lecture, d'un paquet d'affaires finalement. Puis, je suis aussi une passionnée d'organisation et de planification. Ouais. C'est pas un hasard si mon entreprise s'appelle La Planificatrice. Donc, pour vrai, comme je le dis vraiment comme étant une passion, parce que pour moi, l'organisation et la planification, c'est réellement une passion pour moi. Donc, ça m'habite depuis plusieurs années et j'en ai fait mon métier, puis j'aurai sûrement l'occasion d'en parler tantôt aussi. J'ai commencé Avec dans plaisir. ce milieu-là. C'est ça, j'ai commencé dans ce milieu-là il y a quand même plusieurs années, mais sinon, aujourd'hui, là, professionnellement, je me définis vraiment comme une experte en planification, gestion du temps et saine productivité. Puis, à travers mon entreprise, La Planificatrice, j'aide les gens qui ont un horaire ultra chargé, les personnes qui sont ambitieuses, mais c'est ça, qui ont peut-être un horaire un petit peu trop chargé, à trouver du temps pour ce qui compte vraiment, parce que je suis persuadée qu'on a tous suffisamment de temps, même si la société tend à nous indiquer le contraire, je suis persuadée qu'on a suffisamment de temps, c'est souvent une question de priorité. Donc, Complètement. j'aide les gens à naviguer à travers le temps, finalement. Et Émilie va vraiment pouvoir nous donner aussi des beaux conseils dans cet épisode de podcast, j'en suis certaine. Émilie qui nous avait fait l'honneur déjà d'intervenir pour une masterclass dans l'Académie 100K et on avait parlé justement de toutes ces choses-là. J'ai mis plein de choses en place qui d'ailleurs ont vraiment très 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 bien fonctionné. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller suivre Émilie sur Instagram, La Planificatrice, parce que vraiment elle donne des pépites, y compris sur ses réseaux sociaux. Donc allez-y, courez. Émilie, comment t'en viens à créer La Planificatrice? J'en viens à créer La Planificatrice, en fait, après un très gros épuisement professionnel. Donc ça, j'avais pas prévu ça dans ma vie. Un très bel imprévu qui est arrivé parce qu'en fait, avant, j'étais salariée. Quand je disais un petit peu plus tôt que j'ai commencé à travailler très tôt en organisation et planification, en fait, lorsque j'ai fini mes études, moi, je me suis rapidement placée comme planificatrice d'événements. Donc, j'ai commencé en hôtellerie pour ensuite me diriger vers une agence privée et j'étais vraiment, vraiment passionnée par mon travail parce que j'exerçais ma passion au quotidien. Cependant, pour les personnes qui sont peut-être familières, en fait, ou pas, là, avec le domaine de la gestion d'événements, c'est un domaine qui est très, très exigeant, qui est très stressant et moi, étant la personne que j'ai été à l'époque, j'étais très perfectionniste. Je me mettais une immense pression sur les épaules, en fait, une pression qui était complètement démesurée et en plus de la pression qui vient, je veux dire, naturellement d'un employeur, de des gros clients. Moi, je travaillais principalement, en fait, avec la clientèle médicale et pharmaceutique. Donc, j'organisais, là, pour vous donner une idée, là, j'organisais des advisory boards, des consultation meetings, j'organisais des réunions de vente pour par exemple, des représentants pharmaceutiques. Donc, c'était vraiment ma niche là, dans laquelle je me spécialisais. Et j'aimais ça. Cependant, plus les années passaient, plus il y avait une petite résistance à l'intérieur que je refusais d'écouter. Plus mon corps m'envoyait des signaux que je refusais aussi d'écouter. Et à un moment donné, quand ça fait 3 ans que ton corps t'envoie des signaux très, très clairs, puis là, je parle ici de symptômes d'épuisement professionnel, là, comme un paquet d'affaires, retard dans mes règles, difficulté à dormir, insomnie par moment, stress, en fait, anxiété, là, c'était plus juste du stress quotidien, c'était une anxiété, je vivais avec une boule au ventre continuellement, incapable de décrocher, perte de confiance en moi, perte de mémoire et compagnie. Donc, à un moment donné, Et tout ça pendant 3 ans?
Oui, en fait, c'est sûr qu'au début, ça commençait plus par période. Des fois, j'avais des événements plus exigeants, là, ça se manifestait. Mais déjà là, j'ai des... Parce que je suis capable de dire le 3 ans parce que je suis capable de cibler des événements précis que j'organisais. Et je me rappelle qu'en plus, il y avait des gens dans mon entourage qui me disaient, tu sais, Émilie, faudrait que tu slackes un peu, que tu commences à mettre tes limites. Mais moi, je voulais rien entendre de tout ça parce que je me croyais tellement invincible. Je pensais tellement que j'étais une superwoman. Je pensais tellement que j'étais plus forte que les autres. Puis je me plaisais un peu dans ce rôle-là, tu sais. Les gens qui me disaient, Émilie, fais attention à toi, je me disais, ben merci, mais comme on n'est pas pareil, on n'est pas fait pareil, puis moi, je suis capable d'en prendre plus que toi. Je leur disais pas, mais je le pensais. Puis, j'étais beaucoup dans les heures supplémentaires, comme dans les heures, tu sais, pour moi, les semaines de 60 heures, c'était quand même normal pour moi. Donc, c'est ça, mon corps m'a envoyé un paquet de signaux que j'ai vraiment refusé d'écouter. Puis, à un moment donné, quand on se rend trop loin, je pense, quand on est trop près de l'épuisement, qu'est-ce qui se passe, c'est que on peut plus revenir en arrière. Puis, à un moment donné, on en prend comme conscience. Ce qui fait que j'ai frappé un très, très gros mur. Et là, pour ramener les gens un peu dans le temps, c'est en 2018. Mars 2018, c'est là que je déclare forfait. C'est là que je perds la bataille. Je le voyais vraiment comme ça. Je perds la bataille là et je tombe et comment en arrêt. Comment ça se manifeste? Tu dis, je perds la bataille. T'arrives plus à te lever. Enfin, qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, il y a un événement très, très précis et marquant qui a fait en sorte que j'ai choisi d'arrêter, que j'ai choisi d'aller voir mon médecin, que j'ai choisi... finalement, de juste arrêter ce calvaire-là, finalement, cette tempête-là dans laquelle je me trouvais. Puis, j'aurais pu le faire vraiment plus tôt, mais c'est un appel d'une de mes amies, qui est aussi une de mes collègues de travail, en fait, qui était une de mes collègues de travail à l'époque. On s'est appelé le soir, alors que toutes les deux, on travaillait encore, puis on s'est mis à parler, puis là, je lui ai comme un petit peu ouvert mon jeu. J'ai dit, tu sais, je suis en train de me chercher un nouvel emploi, puis j'ai remis mon CV à jour. Fait que là, il y a comme eu un long silence. Puis après ça, elle m'a dit, tu sais, Émilie, je pense pas que c'est de nouvel emploi que tu aurais besoin. Je pense que tu aurais besoin de temps pour toi. Puis là, elle m'a tout dit qu'est-ce qu'elle voyait de moi dans les derniers temps, à quel point j'avais dangereusement maigri, que j'avais pas l'air en santé, que j'avais l'air fragile, que j'avais l'air faible, que j'avais... Tu sais, tout ce qu'on n'aime pas se faire dire, ben elle a eu le courage de me le dire, que je n'étais plus celle que j'étais. Puis là, j'ai vraiment craqué. Puis en fait, même si mon chum me disait ça depuis des... moi, je dis mon chum. Tu sais-tu qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Moi, je sais. Mon amoureux. Même si mon amoureux me disait ça depuis comme des lustres, là, c'est comme cet appel-là, ce soir-là, en mars 2018, qui m'a fait un peu comprendre que là, c'était rendu trop loin. Mais sûrement que tu étais prête à l'entendre à ce moment-là aussi. Exactement. Tu sais, on dit souvent, même quand tu vois quelqu'un d'un point de vue extérieur, tu peux dire tout ce que tu veux tant que la personne n'est pas prête à recevoir ça. Tellement. J'étais pas prête avant, c'est sûr, j'étais pas prête. Puis là, ce soir-là, les étoiles étaient alignées. Et là, soudainement, c'est ça, j'étais prête. Mais j'étais apeurée par tout ce qui m'attendait parce que j'avais peur de l'annoncer à mes patrons, j'avais peur de tout parce que là, c'était totalement l'inconnu. Donc, ça a été comme le début un peu de la deuxième partie de ma vie, ou en tout cas, ça a été la fin d'un très gros chapitre et le début d'une toute autre histoire. Pendant mon arrêt de travail, ben là, au début, je faisais juste rien. Là, j'étais juste capable de rien faire. Mon conjoint et moi, on avait le projet d'avoir un enfant avant, mais là, en discutant avec mon médecin, on a compris que c'était peut-être pas le bon moment, étant donné ma fatigue très, très présente. Cependant, la vie étant ce qu'elle est, il y a un petit bébé qui est quand même venu s'accrocher à moi pendant ce moment-là. Donc, ça a été un autre très gros imprévu parce qu'on avait comme dit, OK, ce projet-là, on va le remettre à plus tard, mais finalement, il était là. Le projet s'imposait de lui-même. Donc tout ça, on fait en sorte, pour faire une histoire courte, pendant mon arrêt de travail, je tombe enceinte, ce qui fait que je ne retourne jamais à mon ancien travail parce que à la suite de ça, mon congé de maternité débute et tout. Pendant mon congé de maternité, j'ai toutes des grandes réflexions aussi. Puis je guéris de mon épuisement aussi là, à travers tout ça. Donc, et t'arrives quand même à prendre soin de toi alors même que tu es en train de donner la vie et que du coup, ça te demande aussi beaucoup d'énergie de construire cette vie-là. Ouais, en fait, je pense que ça a été comme une bonne nouvelle dans ma tempête de mauvaises nouvelles. Tu sais, je voyais tellement l'épuisement comme, pour moi, là, je le voyais tellement comme un immense échec. Ouais. J'avais tellement toujours tout misé dans ma vie professionnelle que là, j'avais un peu perdu mon identité parce que soudainement, je ne travaillais plus. J'avais aucune... Tu sais, je me rappelais même plus qu'est-ce que j'aimais, là. Je me rappelais même plus qu'est-ce que j'aimais faire. Je savais même plus c'était quoi mes passions.
Donc, j'étais comme un peu en perte d'identité, ce qui fait que quand j'ai appris quelques mois après que j'attendais un enfant, c'est comme si, il y avait comme une petite lumière au bout du tunnel, puis un projet positif auquel me rattacher, parce que là, on dirait que je me rattachais comme à rien. Parce que là, je commençais à me douter, je commençais à me douter que je voulais possiblement pas retourner dans mon ancien travail. Je savais que j'avais toujours voulu être entrepreneur, j'avais toujours eu ce désir-là de bâtir mon entreprise, mais en même temps, là, j'avais plus le goût de travailler. Je me disais, sûrement que je pourrais jamais le faire parce que je croyais la flamme professionnelle éteinte à jamais, ce qui était vraiment pas le cas finalement. Donc, ça a comme été un beau projet pour moi auquel j'ai pu me raccrocher tranquillement. Puis j'ai eu la chance, on peut dire, d'avoir quand même une grossesse quand même facile, là, ce qui fait que, j'ai vraiment aimé mon expérience d'être enceinte. Donc, c'était pas... il y a les 3 premiers mois, là, comme plusieurs femmes, là, qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles au niveau de la fatigue, des nausées. Sauf que je vois pas de quoi tu parles. Non! Mais tu sais, en fait, après ça, je me sentais comme très, très bien, entre guillemets, malgré la fatigue de l'épuisement, là, parce que j'étais pas totalement remise. Puis c'est ça, donc, le petit bébé est né à la fin de l'année 2018. Et ensuite de ça, le grand re-questionnement pendant mon congé de maternité. Je retourne pas, qu'est-ce que je fais de ma vie, je le sais pas. Donc, j'ai choisi de démissionner de mon emploi pendant mon congé de maternité, ne sachant absolument pas ce que j'allais faire après. Mais l'appel de l'entrepreneur en moi était très fort. Donc, l'appel de l'entrepreneuriat était très fort, ce qui fait que je me suis... en fait, j'ai dit que j'allais me lancer alors que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Au début, j'explorais un peu la possibilité d'organiser des mariages parce que j'avais aussi une certification comme wedding planner que j'avais décrochée dans une école à New York, puis j'en avais organisé un petit peu aussi par, tu sais, quand j'étais justement, là, quand je disais mon épuisement, il se manifestait 3 ans avant que j'arrête, là, 3 ans avant que j'arrête, j'organisais aussi des mariages pendant l'été, là. Donc, j'étais vraiment, tu sais, dans le travail excessif, c'est ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que les mariages, tu sais, que l'organisation, en fait, d'événements, c'est plus ça qui m'appelait. L'organisation et la planification, ça me parle encore, mais plus à ce niveau-là. Et début 2020, oui, vas-y. J'allais dire, j'aime ce que tu dis là, mais aussi parce que je connais la suite de l'histoire. Je vais laisser les auditeurs, les auditrices découvrir ça, mais j'aime ce que tu dis parce que tu dis, je me lance, j'ai pas la réponse, je sais pas ce que je vais faire, mais pour se lancer, il faut pas avoir 100% des réponses. Il y a cette citation de Mike Horn, je sais pas si tu connais, toi, au Canada, et j'adore parce que c'est un aventurier, ouais, qu'on dit comme ça, qui dit que avoir 5% des réponses, ça suffit. Les 95 autres vont venir le long du chemin. Et c'est tellement ça que t'incarnes quand tu dis « je sais que je vais me lancer ». Et je commence à explorer, je commence à tester des choses. Et c'est comme ça que tu trouves ta voie, en réalité. C'est en testant. Tellement, tu dis ça, puis j'ai des frissons. Et non, je ne connais pas Mike Horn. Mais... tu vas adorer. Ben oui, c'est clairement... c'est clairement dans plein de notes. Mais non, mais ça me parle. C'est exactement ça. Je devais avoir à peu près un 5% d'idées de ce que j'allais faire. Puis après ça, tu sais, quand je dis que au début, j'ai exploré pour organiser des mariages, en fait, je l'ai exploré en profondeur, là. J'avais démarré un plan d'affaires, j'étais avancée dans le processus pour finalement me rendre compte que c'était pas viable vers quoi je voulais m'en aller. Donc, j'aurais pu le voir comme un échec puis de me dire, moi, ça marche pas, finalement, je vais retourner comme salarié. Mais non, j'ai dit, non, l'appel est encore là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, à un moment donné, c'est juste de faire confiance, je pense. Qu'est-ce que tu voyais dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a cette petite chose de se dire j'ai pas envie de resubir ce que j'ai vécu, je vais pouvoir créer ma vie selon mes propres termes ou pas forcément? C'est une super bonne question. En fait, ce que je voyais dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est la liberté de créer ce que moi j'ai envie de créer, la liberté de choisir les mandats sur lesquels je travaille. Puis il faut dire, il y a souvent plusieurs entrepreneurs qui se lancent en affaires puis qui se disent hey, « moi, j'étais tellement pas une bonne employée, tu sais, je rentrais en retard, je faisais toujours ce que je voulais. » Moi, j'étais une employée modèle. Puis comme, c'est sûr que je ne veux la perfection. Jamais... Oui, en fait, oui. Puis j'étais une bonne employée puis j'étais pas malheureuse dans un contexte d'employé. Tu sais, je pense que je suis un bon soldat dans la vie, donc on me dit de faire les choses. J'étais toujours très appréciée de mes employeurs. Puis j'étais quand même bien.
Sauf que la liberté, tu sais, il y a aussi, il y avait un petit clash au niveau de mes valeurs. Là, ça, c'est dans mon travail d'introspection que j'ai fait pendant mon arrêt professionnel. J'ai compris que dans mon ancien travail, ça en était venu au point où j'étais complètement désalignée avec mes valeurs. Mais avant, quand j'étais dedans, je ne pouvais pas le savoir parce que je savais même pas c'était quoi mes valeurs. Donc là, quand j'ai fait l'exercice, je me suis dit, OK, voici mes valeurs et j'ai compris que la liberté était quand même très haute en tête de liste. La liberté, justement, puis je t'en ai parlé, la liberté de temps, la liberté de choisir, la liberté de créer. Donc, c'était pour moi très important. Puis, la créativité, ça, c'est drôle parce que ça fait peut-être juste 2 ans que je l'ai vraiment réalisé, là. Moi, j'ai toujours été très artiste dans l'âme. J'ai toujours aimé créer. Cependant, quand je suis entrée dans la vie adulte, j'ai comme mis cette facette-là de côté. Je l'ai comme mis en veille, puis je l'ai même oubliée. Comme si, quand on est adulte, on peut plus créer, tu sais. Je pense que je l'associe un peu à ça. Puis, c'est pendant mon épuisement, en fait, pendant mon arrêt de travail, que j'ai renoué un peu avec la créativité. Puis, bien qu'aujourd'hui, je gagne pas ma vie en peignant des tableaux, en faisant des choses comme ça, je veux dire, on a un travail qui est un peu, même si on est dans des niches différentes, on a un modèle d'affaires qui est similaire, puis il y a énormément de créativité là-dedans. On crée du contenu, on est créatif dans nos idées, donc tranquillement, c'est comme si l'entrepreneuriat allait m'apporter ça, allait m'apporter cette possibilité de, oui, créer ma vie comme moi je l'entends, mais aussi créer des choses pour les autres. Donc ça m'appelait vraiment beaucoup dans l'entrepreneuriat. Puis là, en plus, là, mon bébé était né, donc ça venait juste, tu sais, puis moi, en fait, pour mettre les gens en contexte, moi, j'ai grandi avec une maman à la maison. Donc, ma maman, elle avait fait le choix d'être maman à la maison, ce qui fait que moi, le matin, tu sais, moi, au Canada, on a des garderies, là, donc les enfants vont dans les garderies pendant que les parents travaillent. Vous, c'est ça aussi? Ou c'est des fois des nounous ou Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des nounous, il y a des crèches. Okay, ce qui, je pense, correspond à vos garderies. Oui, la crèche. Oui, OK, d'accord. Donc, tu sais, là, je voyais ça aller. Puis moi, quand j'étais jeune, je ne suis pas allée, moi, en garderie. Donc, je suis pas, tu sais, je pouvais me lever à l'heure que je voulais. Puis ensuite, est venue l'école. Puis oui, il y avait une structure différente autour de ça. Sauf qu'on dirait que j'avais ce désir-là de transmettre à mon enfant un peu le slow living, là, la non-pression, le non-stress. J'avais pas envie, moi, de dire à mon fils de 2 ans ou d'1 an, vite, vite, vite. T'sais, j'avais pas envie de ce rythme-là. Surtout que je pense que c'est peut-être une des raisons qui m'a menée à l'épuisement, là, ce rythme effréné-là dans lequel je me valorisais énormément avant, mais que je voulais plus nécessairement recréer. Mais d'un autre côté, je m'épanouis énormément dans la vie, dans ma sphère professionnelle. Donc, en même temps, on dirait que je voulais travailler. Et j'avais l'impression pour moi que l'entrepreneuriat allait pouvoir me permettre ça, cette certaine flexibilité d'horaire-là que je pouvais offrir à ma famille. Puis, voilà, donc c'est vraiment ça, je pense, pour répondre à ta question, que je voyais dans l'entrepreneuriat. Puis, bien entendu, tout ce qui peut venir après quand tu réussis bien, parce que là, j'avais même pas commencé, là, j'étais juste dans mes idées, mais après ça, on se fait toujours une idée, un peu, on a des rêves, là, quand ça va bien fonctionner, voici ce à quoi je pourrais accéder, tu sais, également, j'avais des ambitions financières, on se le cachera pas, j'ai plein d'ambitions que je veux réaliser, qui sont même pas encore réalisées, mais que j'avais déjà dans ma tête il y a 5 ans, puis que je me disais, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui va me permettre de réaliser ça. En tout cas, c'est un chemin. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu dis, j'avais l'impression que l'entrepreneuriat pouvait me permettre, du coup, de concilier ma vie d'entrepreneur et ma vie de maman. C'est ça que j'entends. Oui. Alors, réalité ou pas? C'est pas mal. J'ai dit, tu écoutes très bien. La réalité, je pense que c'est encore mieux. Je pense que c'est encore mieux. C'est tellement beau, puis je te dis ça, puis j'ai des frissons, puis là, ça fait bientôt 5 ans, en fait, que j'ai lancé mon entreprise. Et pour vrai, je pense que je me pince, tu sais, je le fais pas pour vrai, là, mais tu sais, cliché, là, mais je pense que je me pince à tous les jours pour la vie que je me suis créée, que je nous ai créée. Puis mon conjoint, lui, a un travail qui ne donne pas cette flexibilité-là. Donc, même lui, il est tellement reconnaissant que moi, je puisse offrir comme cette flexibilité-là à notre famille. Puis là, mon fils a intégré l'école, là, il a commencé l'école à l'automne. Donc là, on n'est plus à la garderie. Donc là, on a une structure, un horaire qui est un petit peu plus imposé, si on veut. Mais tu sais, moi, sinon, mon fils, le matin, là, je le laissais dormir tant aussi longtemps qu'il voulait. Puis quand il se levait, bien là, on entamait la petite routine matinale, puis on s'en allait à la garderie le porter ensemble. J'allais le porter à pied. J'avais la flexibilité du temps. Je me sentais pas pressée.
faut dire que après ça, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais après ça, pendant mes heures de travail, je travaillais, là. J'étais pas en train de chercher quoi faire, là. La planification est quand même une force chez moi. Donc, tu sais, chaque heure de travail pour moi est très payante, si je peux le dire ainsi. Ce qui fait que je suis pas stressée quand je suis dans ma vie familiale parce que je sais que je peux me le permettre. Mon temps, je sais qu'il va être bien optimisé quand je vais travailler. Fait qu'au niveau de la flexibilité de la vie de famille, pour moi, c'est un rêve, là, comme... Souvent, je l'ai répété et je le répète encore. Je ne serais pas la mère que je suis si j'étais dans mon ancien contexte de travail. Je serais... Wow. Ouais. Puis comme... C'est vrai encore, là. Parce que je suis quand même très fière de la mère que je suis, bien que je sois totalement imparfaite. Mais... On est tous imparfaites. On est tous imparfaites, exact, mais... Et heureusement! Ben oui, sinon ça ferait un monde qui n'a pas de sens, mais... Je trouve que j'ai beaucoup de patience, beaucoup plus de patience que je pensais que je pouvais avoir. J'ai beaucoup d'espace comme pour accueillir mon fils dans ses émotions, dans n'importe quoi. Quand il a besoin de moi, je suis disponible et je le sais parce que j'ai vécu plusieurs années dans mon ancien contexte. Je serais une mère beaucoup plus impatiente, de vraiment moins bonne humeur et j'aurais pas la disponibilité, je pense, émotionnelle pour l'accueillir dans tout ce qu'un petit enfant vit. Si j'étais dans mon ancien contexte professionnel, je vivais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, donc ça se reflèterait sur lui. Là, ce petit bonhomme-là, il va en vivre du stress. Là. Je veux dire, je pourrais pas l'épargner de tout dans la vie. Il va en vivre du stress. Sauf que je sais que là, présentement, s'il vit du stress, c'est pas parce que il ressent le stress de la maman à la maison, parce que pendant qu'elle est en train d'essayer de l'endormir, elle est en train de penser à tous les courriels qu'il faut qu'elle réponde, elle est en train de penser à toutes les tâches qui sont pas faites. Je veux dire, ça m'arrive, là, moi aussi, d'être débordée là, de certaines journées, sauf que c'était qu'est-ce que je viens de décrire, c'était mon pattern de mon ancienne vie, là, qui était au quotidien. Et je sais que aujourd'hui, si mon fils est malade, ça me dérange pas de faire de la place dans mon horaire pour le garder avec moi. Même s'il est moindrement malade, comme que je sais que je pourrais l'envoyer quand même, je le garde avec moi. Alors qu'avant, j'aurais trouvé tous les moyens du monde pour l'envoyer, comme à l'école ou à la garderie, tu sais. Alors, je suis tellement obligée de rebondir là-dessus. Vas-y. Parce que cette ancienne vie que tu décris a été aussi la mienne. Ouais. Et ça a été la mienne, alors que pourtant j'étais entrepreneur, que pourtant j'avais cette liberté de me dire je garde ma fille, je m'organise, quand je la récupère le soir, je suis disponible. Et en fait non, sur mes premières années d'entrepreneuriat, pour ma part, je suis devenue maman très tôt, à 23 ans, je crois. Et quand ma fille est arrivée, j'étais tellement focus business à ce moment-là que je l'emmenais chez la nounou, je la récupérais. C'était vite, fallait faire le bain, la faire manger, la mettre au lit et après, hop, pouvait retravailler. Et ça, franchement, ça a été ma vie pendant une paire d'années avant de me rendre compte que non, là, j'étais en train de passer à côté de ma vie, réellement. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et tout a changé. Et je veux juste rappeler, parce que je pense que dans les auditrices notamment qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans « je vais coucher ma fille et je suis en train de penser à tous les courriels auxquels j'ai pas répondu et tout ça ». Je pense que c'est le quotidien de tellement d'entrepreneurs. Mais c'est hyper important de se rappeler qu'être entrepreneur, c'est avoir la liberté de choisir. C'est avoir la liberté de choisir. Et il y a quelque chose qui est très fort que tu as dit, et on en vient à la planification, il faut qu'on en parle. C'est que quand par contre ton fils est à la garderie, tu travailles et que tu sais quoi faire et que tu perds pas une seule minute. Et le nombre d'entrepreneurs là aussi qui perdent leur temps à procrastiner, à scroller sur les réseaux sociaux, et puis qui le soir se disent oh, j'ai pas fait ce que je devais faire, et puis qui rattrapent, et puis en fait qui ont du coup une très mauvaise organisation de vie. Il y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, mais je pense que si on doit en parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast, c'est que je pense qu'on a été toutes les deux extrêmement concernées par ça, et que tout est possible, et que la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de demain, et on peut choisir que les choses changent, on peut faire en sorte que les choses changent. Tellement, c'est super beau ce que tu dis, puis oui, je pense que la puissance de l'entrepreneuriat est beaucoup dans le choix, puis parce que si on fait pas le choix, si on prend pas de décision, ben les autres vont prendre des décisions à notre place. Puis là, ben là, on perd notre liberté, tu sais. Alors, tu peux m'en parler davantage? Je sais exactement ce que tu veux dire par là. Quand, justement, si toi, tu fais pas de choix, les autres choisissent à ta place.
Ce que je veux dire par là, moi, je le vois beaucoup au niveau de l'horaire, puis je le vois beaucoup à travers mes clientes. Et comme il y a plusieurs de mes clientes qui sont entrepreneurs, parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est en entrepreneuriat, tout repose tellement beaucoup sur nos épaules, tu sais, tout dépendant à quel niveau on se trouve, qu'à un certain moment donné, on croit qu'on n'a pas le choix. Puis combien de fois qu'on entend des entrepreneurs, puis même moi, je dois l'avoir dit aussi, là, tu sais, je me cacherai pas, ah ben là, j'ai pas le choix, faut que je revienne, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, je n'ai pas le choix. Comme maintenant que c'est mon, tu sais, c'est mon entreprise, tout repose sur moi, donc on se donne un peu l'excuse qu'on n'a pas le choix. Puis comme je disais, je le vois beaucoup dans l'horaire, au sens où on va donner l'exemple parfait de quand on essayait, toi et moi, de trouver un moment pour enregistrer cet épisode de podcast-là. En fait, puis ça s'applique à tellement de gens qui me demandent des rendez-vous. Moi, j'ai peu de disponibilité. Donc, de l'extérieur, je pense que tout le monde pense que j'ai un horaire ultra chargé. Puis c'est pas rare que les gens, des fois, ils me disent « Hey, Émilie, je le sais que ton horaire est hyper chargé, puis t'es super occupée. » Puis je suis là, tu sais, en réalité, tu sais, oui, je veux dire, je suis pas assise à rien faire, là, vraiment pas. Sauf que j'ai pas un horaire tant chargé que ça, puis je suis pas si occupée que ça. C'est juste que moi, comment dirais-je, je priorise mon temps à moi, à mon horaire, avant de faire de la place aux autres, et peu importe qui sont les autres. Comme quand tu m'as approché il y a peut-être 2 mois pour qu'on trouve un moment, je mourrais d'envie là, qu'on trouve un moment là, pour jaser ensemble sur ton podcast. Comme moi, c'était un oui catégorique, sauf que j'étais pas capable de le placer dans mon horaire dans le court terme parce que moi, mettons pour donner un exemple concret, là, moi, je fais normalement des rencontres uniquement le mardi et le jeudi. Si ce soit des clients, des gens pour des entrevues, peu importe, les gens veulent une réunion avec moi, je leur ouvre mon calendrier, mais je leur ouvre juste le mardi et le jeudi. Ce qui fait que les autres journées, bien souvent le vendredi, j'aime prendre congé, fait que ça, je me donne l'autorisation de faire ça. C'est une décision que j'ai prise. Donc, si j'ai pris cette décision-là, je m'arrange pour être capable de le faire. Fait que là, il y a un paquet de choses que je mets en place pour avoir mon vendredi de congé. Je délègue davantage, j'épure mes tâches parce que des fois, on fait des tâches qui sont pas nécessaires, puis en tout cas, des choses comme ça. Puis le lundi et le mercredi, lorsque j'ai pas de rencontre, bien moi, ça me permet de vraiment focusser sur mes projets, d'avoir l'impression d'avancer, parce que quand on a une réunion ici, 1 heure de lousse, ensuite une autre rencontre, puis après ça, on a un 15 minutes de libre pour faire des tâches, bien, c'est pas possible d'avancer en profondeur nos projets. Puis souvent, tu sais, faut pas oublier, tu sais, quand on sort d'une rencontre, c'est comme tantôt, quand on va avoir fini notre appel, je vais ressortir super énergisée, mais je vais pas dans la seconde d'après comme aller dans une tâche. Je risque de me lever, je vais peut-être aller à la salle de bain, je vais peut-être me servir un café, tu sais, il va comme avoir une transition. Puis il y a des transitions entre chaque rencontre, mais également entre chaque tâche. Et ça, les gens, souvent, ils sous-estiment ça, ce qui fait que c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais vraiment prioriser mon temps, mes projets et mes choses à mon horaire d'abord, et ensuite laisser la place aux autres personnes. Parce que si j'ouvre mon calendrier à tout le monde, ben en fait, moi, mes projets à moi n'avanceraient pas. Fait que je pense que c'est une des raisons qui fait que je suis capable d'avancer. Puis quand je disais tantôt, c'est comme quand je travaille vraiment. Quand mon fils est à l'école ou qu'il était à la garderie, j'étais pas là assise à rien faire, c'est parce que je savais qu'est-ce que j'allais faire. Mais c'est aussi que j'avais des grandes périodes de temps pour le faire, que j'étais pas toujours à la merci des rencontres de d'autres personnes et tout, là. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut plus faire de rencontres puis qu'il faut plus faire rien. Je veux dire, moi aussi, j'accompagne un peu comme toi, j'accompagne mes clientes. Non, mais dans le contrôle, je suis comme toi, tu vois. Mais mardi et jeudi, c'est mes journées qui sont ouvertes, notamment pour le coaching des entrepreneuses de l'Académie Sanka que j'accompagne. Exact. En dehors de ces jours-là, il y a pas d'exception. Enfin, c'est devenu pour moi un non négociable parce que je sentais effectivement que j'étais tout le temps dans la réactivité. Ouais. Et ça, c'est usant. Tout comme les transitions, t'en parlais. Ouais. Mais l'ancienne version de moi, là aussi, je me souviens combien de fois je m'accordais pas de transition, combien de fois je prenais mon ordinateur pour aller faire pipi. J'aime ça vraiment, que tu le dises pour que les gens disent « OK, moi aussi, parce que je pense qu'il faut... parce que je pense qu'il faut être honnête et que c'est important. Moi, il y a des moments, j'arrêtais de boire, j'arrêtais d'aller aux toilettes ou alors j'y allais avec mon ordinateur. Enfin, tout ça, en fait, être pressé tout le temps. Mais on en revient à cette question de choix. Si c'est pas une question de vie ou de mort, on a toujours le choix. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a tellement de modèles d'affaires.
Tu sais, moi, j'ai 4 entreprises, là, maintenant. 4 entreprises sur ces 10 dernières années. Et du coup, j'ai exploré aussi plusieurs modèles. J'ai notamment eu 2 startups. Et les startups, c'est très engageant en termes de disponibilité. Et notamment sur une des entreprises qu'on avait créées. On avait créé un logiciel de réservation de table pour restaurants. Et on avait du support client à assurer. 7 jours sur 7, de 8h à 23h. À un moment, là, on était toujours à la merci des personnes qui nous contactaient. C'est-à-dire, fallait gérer tout le temps les urgences des autres. C'est-à-dire que moi, j'avais plus de place pour ce que je devais faire parce que j'étais tout le temps soumise à ça. Et ça a fait partie d'un de mes électrochocs de me dire, mais c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Ce modèle d'affaires n'est pas pour moi. Je veux explorer autre chose. Je veux construire une entreprise au service de ma vie et pas l'inverse. Ouais, voilà. Et j'ai décidé de la revendre, cette entreprise. Je l'ai vendue en 2021 et à un grand groupe. Et après ça, j'ai pu reprendre, tu sais, ouvrir une page blanche et me dire, OK, maintenant, c'est quoi mes non négociables ? Et comment j'arrive à cette vie-là que j'ai envie de vivre. Donc, tout est toujours question de choix. Tellement, puis c'est le fun que tu le soulignes parce que souvent, les gens vont être tentés par l'entrepreneuriat, peu importe c'est quoi, en croyant qu'ils vont être justement libres et qu'ils vont avoir le choix facile. Mais là, ton exemple est vraiment bon parce que t'avais réalisé ton rêve de créer une entreprise, sauf que tu étais comme à la merci de ton entreprise parce qu'en raison du modèle d'affaires, je veux dire, dans un cas comme ça, en effet, t'avais pas le choix. T'avais le choix de pas répondre aux gens, sauf que là, t'aurais perdu des clients, puis comme clairement, ça aurait pas bien fonctionné. Mais c'est ça. Donc là, t'es comme allé changer. T'as pris la décision, encore une fois, t'as fait un choix. T'as pris la décision de vendre. Ça n'a pas dû être facile de prendre cette décision-là pour, après ça, aller te tourner vers un modèle d'affaires différent, là. Donc, ce qui est vraiment, je pense, important de retenir, c'est qu'on a tous le choix. En réalité, on a tous le choix. Oui, on a tous le choix. On a tous le choix, puis des fois, le choix, c'est d'arrêter de faire ce qu'on fait. Ou des fois, c'est qu'on veut pas voir le changement qui est nécessaire. Mais on a toujours le choix. Émilie, la planificatrice, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Donc, en janvier, je vais fêter mes 5 ans. Donc, ça a commencé par un tout petit blog. Un petit blog qui est rapidement devenu mon entreprise. Puis, c'est mon deuxième bébé, comme je l'appelle. Ouais, et bientôt 5 ans. Puis, tellement d'apprentissage, d'apprentissage. Puis, j'ai tellement grandi aussi en tant que personne à travers ça. Donc, ouais, bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Une experte en planification. Et pourtant, les imprévus continuent à faire partie du quotidien. Ouais. D'ailleurs, t'en parles accessoirement. Si on parle de planification, tu parles, et là je remets quelque chose sur le tapis qui sort de la masterclass qu'on a eue il y a quelques mois dans l'Académie 100K. Il faut prévoir de l'imprévu déjà dans sa planification, on est d'accord? Absolument, puis j'en parle souvent des imprévus. C'est tellement un sujet qui revient auprès de mes clientes, de mes étudiants, bien de ma communauté. Là, comme les imprévus font partie de la vie. Et même moi, qui me définis haut et fort comme étant une experte en planification et en gestion de temps, je vis des imprévus moi aussi et je vais en vivre toute ma vie. Je veux dire, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien, bien sûr. Absolument. Je veux dire, il n'y a rien de plus prévisible qu'un imprévu, là. C'est sûr qu'il va y en avoir, on ne sait juste pas quand. C'est ça. Et dans ces imprévus, je suis tombée sur une de tes publications sur les réseaux il y a peu de temps. On avait, je crois, déjà décidé d'enregistrer cet épisode de podcast et je me suis dit que ce serait très intéressant d'en discuter toutes les deux. Tu t'es rendu compte, là, dernièrement, que tous les ans, il y avait un pattern qui revenait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Avec plaisir. Donc, en fait, pour vous situer dans le temps, moi, mon épuisement, là, mon épuisement a commencé avant mon arrêt de travail, mais disons, l'arrêt de travail, ça fait 7 ans. Après, presque 7 ans que je suis passée par là. Et en septembre dernier, j'ai commencé à avoir un peu des pensées dépressives. Tu sais, pas des idées noires, là, des pensées dépressives du genre... il me semble que je suis pas motivée, il me semble que ça me tente pas. Puis, tu sais, quand ça me tente pas vraiment de travailler, ça, c'est un gros indicateur parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais qu'il y a anguille sous roche si j'ai pas envie de travailler, tu sais, à moins que je sois malade. Mais là, j'étais pas malade. Je veux dire, pour de vrai, dans ma business, tout allait bien. Je venais d'avoir mon mois record le mois d'août. Je venais d'avoir derrière moi aussi, moi, à tous les mois d'août, je lance un agenda parce que je suis la créatrice d'un agenda imprimé et je le lance à tous les mois d'août. Donc, un très gros lancement, beaucoup de succès au mois d'août. Comparativement aux années précédentes, j'avais énormément délégué, ce qui fait que j'avais pas tant travaillé que ça
au mois d'août, tu sais, j'étais même allée dans une retraite d'écriture avec une amie, tu sais, la vie allait bien, j'étais en santé, puis moi, ce que je trouvais étrange aussi avec mon idée de pensée dépressive, c'est que moi, tous les mois de septembre, là, je sais pas pour toi, Alexandre, mais moi, la rentrée, là, l'énergie de la rentrée scolaire, de l'automne, tu sais, ici, de notre côté, tu sais, on a l'automne, c'est super beau. Moi, pour moi, c'est comme un 1er janvier. Tu sais, j'ai envie de renaître. Et là, j'ai comme eu envie de renaître pendant 2 jours. Puis là, après ça, j'étais dans une énergie super négative. Puis je me disais, pourquoi? Et là, bref, j'en discute ouvertement à un souper de famille avec mes parents. Puis mon père, il me dit, ben tu le sais, Émilie, là, pourquoi tu te sens comme ça? Fait que là, moi, je pense qu'il fait référence à mon lancement d'agenda, qui était le mois d'avant. Fait que je lui ai dit, parce que j'ai eu un gros mois d'août à cause des agendas. Il dit, non, Émilie, c'est à cause de ton burn-out, c'est à cause de ton épuisement. Puis là, on dirait qu'au début, je trouvais que ça faisait pas de sens parce que mon épuisement, moi, je le vois comme s'il y avait une date, là, je le vois comme si c'est en mars, mon épuisement. Alors que si on se ramène à quand je travaillais encore, avant l'arrêt de travail, l'automne, septembre, c'était toujours un gros mois. Puis j'ai encore des images tellement claires de des événements que j'étais en train de livrer, mais que, tu sais, mentalement, j'étais vraiment pas là. J'étais vraiment pas là. Donc, c'est comme si mon père m'a fait réaliser qu'à tous les mois de septembre, c'est normal, entre guillemets, qu'il y a un certain pattern qui revienne. C'est comme si mon corps se souvient. Puis là, ce qui est très drôle, c'est quand... Et ton corps se souvient, c'est pas comme si, c'est ton corps se souvient. Oui, absolument, absolument. Mon corps se souvient. Parce que, tu sais, moi, mon épuisement, là, ça fait tellement longtemps dans ma tête, ça fait 7 ans. Dans ma tête, c'est du passé. Dans ma tête, la cicatrice est guérie. Puis j'ai tellement cheminé depuis, malgré la fragilité qui demeure, là, je dois le mentionner. C'est tellement loin que dans ma tête, c'est plus normal que ça fasse mal. Alors que mon corps, lui, se souvient. Tu sais, on est beaucoup, nous, dans... L'humain a créé le temps, là, tu sais, c'est vraiment une création humaine, là. On voit tout d'une façon linéaire. Tu sais, le temps, pour nous, c'est linéaire, ce qui fait que quand ça fait 3 jours, ça fait, pour nous, c'est comme si la perspective, c'est que ça fait pas longtemps. Alors que si on se dit il y a 7 ans ou il y a 20 ans, là, nous, notre perspective, c'est que ça fait super longtemps. Mais notre corps, à l'intérieur, lui, il n'a aucune perspective du temps. Il ne voit pas le temps de façon linéaire. Ce qui fait que si je me ramène à un élément déclencheur, une émotion, ou tu sais, là, je parle d'épuisement, mais c'est dans n'importe quoi. Tu sais, combien de fois, des fois, on sent une odeur qui nous rappelle notre enfance chez nos grands-parents. Ça nous remplit de bonheur alors que ça fait 30 ans, tu sais. Ça se fait dans une fraction de seconde, ce qui fait que pour moi, l'arrivée de l'automne, j'ai comme pris conscience cet automne-ci que ça me ramène dans... Mais en fait, c'est que mon corps se souvient. Mon corps se souvient des difficultés que je vivais il y a 7 ans. Puis j'ai encore plus été capable comme de... Tu sais, parce qu'au début, quand mon père m'a dit ça, je me suis dit, ça fait du sens, mais c'est peut-être pas ça. Puis je suis retombée comme... tu sais, des fois sur Instagram, ils nous partagent des stories qu'on a partagées 1 an auparavant ou des choses comme ça. Puis j'ai eu un souvenir qui m'a été repartagé. Puis c'était l'automne dernier, donc l'automne d'il y a 1 an. J'avais partagé que ça avait été un mois de septembre difficile, puis comme... J'expliquais comment je me sentais, puis je me sentais exactement pareil. Fait que là, j'ai comme dit, il y a un pattern. Donc, tu sais, l'an prochain, je vais comme accueillir mon mois de septembre de façon différente. À tout le moins, si jamais j'ai encore des pensées comme dépressives qui m'habitent, ça va être moins surprenant. Mais sachant ça, tu sais, je vais pouvoir peut-être planifier mon mois de septembre différemment, là. Fait que, c'est tellement, tellement, tellement intéressant ce que tu dis et la prise de conscience est nécessaire. J'ai eu... personnellement aussi quelques prises de conscience. Par exemple, toutes les entreprises que j'ai créées, je les ai toutes créées à quelques jours près à la même date. C'est vrai? Sans même vouloir, tu vois, vraiment... Enfin, en tout cas, sans même en prendre conscience, sans même savoir pourquoi. Mais je me suis rendu compte que tous les mois de décembre, il fallait un renouveau, tu vois. Alors, il y a les fêtes, il y a tout ça qui arrive. J'avais envie comme de redémarrer une année. Mais alors pas tous les décembre de toutes les années, mais 1 année sur 2, un nouveau projet, obligatoirement. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'identifier aussi ces périodes-là, parce que identifier au-delà de tout ce que ça peut représenter en termes d'émotions et tout ça, identifier notre énergie aux différents moments de l'année nous permet là aussi de bien planifier des lancements, des nouveaux projets, des coups de boost d'un point de vue, par exemple, prospection ou en tout cas, ou même créativité. Enfin, tout ça, c'est important aussi de prendre conscience et donc apprendre à s'écouter. Tellement. Puis ça, c'est un art, apprendre à s'écouter. Comme s'il y a quelque chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est l'importance d'apprendre à s'écouter. Et il n'y a pas de recette magique. Je crois que c'est important qu'on le dise. T'as raison.
C'est de l'introspection et je pense qu'on apprendra toute notre vie sur ce sujet. Ah oui, il n'y a pas de finalité, là. C'est une évolution constante. Merci pour ces beaux partages, Émilie. Merci de me permettre de les partager. Où est-ce qu'on te retrouve si on a envie? J'ai déjà dit un petit peu en début d'épisode, mais... Oui, donc tu le mentionnais, je suis très active sur les médias sociaux, notamment sur Instagram et Facebook. J'ai nouvellement un compte TikTok avec lequel je suis inconfortable encore, on va le nommer, donc il est là, mais peut-être moins actif. C'est encore un autre réseau, hein, ça fonctionne pas pareil. Je m'y suis mise aussi, pour l'instant, c'est... La nouveauté. Ouais, c'est ça. Donc, pour les médias sociaux, c'est ça. Autrement, donc, la planificatrice. Oui, je suis exactement sous la planificatrice, exactement. Sinon, je suis aussi l'animatrice d'un podcast qui s'appelle le podcast 168 heures. Donc, je libère un épisode tous les 2 semaines, très pratico-pratique, encore là, très lié à la gestion du temps, la planification, la vision et tout ça. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur mon site web, laplanificatrice.com. Ça regorge d'outils, que ce soit au niveau de PDF que vous pouvez télécharger, bibliothèque de ressources gratuites. J'ai aussi un blog qui regorge d'articles pratico-pratiques. Donc, c'est vraiment les principaux endroits pour me retrouver si vous avez envie de naviguer dans mon univers. Tellement de beaux contenus à découvrir, je vous le recommande vraiment chaleureusement. La masterclass qu'on avait fait dans l'Académie 100K a changé beaucoup de choses pour moi et beaucoup de choses pour toutes les entrepreneuses de l'Académie qui ont eu la chance de t'écouter. Donc vraiment, je le dis du fond du cœur, allez voir ce que fait Émilie parce que vraiment, c'est de belles pépites à découvrir. Merci Émilie pour cette belle entrevue. Je te souhaite énormément de belles choses. C'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite pour la planificatrice? C'est quoi la suite? Écoute, j'ai l'impression, en fait, au moment où on enregistre, je viens de signer avec une nouvelle mentor d'affaires, comme quoi c'est important de toujours être accompagné, puis je sais que tu le fais tellement bien avec tes clients. Oh oui. Et mais je suis moi aussi accompagnée, et ça, c'est important de le dire. Mais oui, mais c'est ça, des fois, les gens pensent quand on est à un certain niveau, comme que tout est parfait, que tout va bien, mais... On peut toujours s'améliorer, toujours. Exactement, puis c'est pas nécessairement quand ça va mal qu'il faut attendre. Moi, ça allait bien, c'est juste que j'avais l'impression que j'étais dans une certaine transition. Donc, j'ai l'impression, tu sais, sans dire, j'ai même rien de précis à dire, mais j'ai l'impression que les 6 prochains mois vont être très, très décisifs dans mon cas. Donc, je pense qu'il peut y avoir de beaux et de grands changements, des petites nouveautés aussi qui s'en viennent que je peux peut-être pas révéler tout de suite. Mais à tout le moins, je pense qu'il va y avoir... On va suivre ça attentivement. Oui, suivre ça attentivement. Puis au cours des 6 prochains mois, je pense qu'il va y avoir de belles nouveautés. Bon, merci beaucoup, Émilie. Surtout à tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, rappelez-vous que rien n'est définitif. Vous pouvez choisir la vie que vous avez réellement envie de vivre. Vous avez le choix. Ne vous racontez pas que vous n'avez pas le choix, puisque vous avez toujours le choix. Merci encore, Émilie. Merci à toi. À bientôt.